La famille de Brian Thompson attaque vraiment Luigi Mangione sous tous les angles. Luigi essayait de lutter contre l'extradition vers New York, mais elle a été stoppée. Il se rend finalement à New York et est alors accusé du meurtre du PDG en tant qu'acte de terrorisme, même si la famille de Brian a gardé le secret. On peut sentir leur colère dans la façon dont l'accusation traite l'affaire. Mais tandis que le tribunal traite l'affaire de Luigi, le tribunal de l'opinion publique s'en prend à la fois à Luigi et à Brian. Dans cette vidéo, nous parlerons de tout cela, des crimes présumés commis par le PDG. Oui, vous avez bien entendu, à la philosophie de Luigi. Mais d'abord, la famille du PDG s'exprime. La famille de Brian Thompson est restée très discrète depuis ce qui s'est passé. Et honnêtement, on ne peut pas leur en vouloir. Sa femme, Paulette, que l'on appelle Paulet, est restée assez discrète en dehors de son travail. Elle est kinésithérapeute et a plus de 20 ans d'expérience. Elle se consacre entièrement à aider les gens à se rétablir et à mener une vie plus épanouie. Polly et Brian se sont rencontrés à l'université de l'Iowa, où ils ont tous deux obtenu leur diplôme. Brian a terminé ses études en 1997 et Paulette a obtenu sa maîtrise en 1999. Même si les rapports disent que Paulette et Brian vivaient séparément depuis un certain temps dans le Minnesota, ils étaient tous les deux des parents très impliqués. Polly partageait souvent de petits aperçus de la vie de famille sur Instagram, postant sur les vacances et encourageant ses fils lors de leurs événements sportifs. Leur fils aîné a récemment obtenu son diplôme, et le plus jeune va toujours au lycée à Plymouth, dans le Minnesota. L'entraîneur de leurs enfants a même mentionné que Brian et Paulette se présentaient toujours aux événements de l'équipe, ce qui en dit long sur leurs priorités malgré tout ce qui se passe. Selon ses propres termes, Brian était un homme incroyablement aimant, généreux et talentueux, qui vivait pleinement sa vie et qui a touché tant de vies. Plus important encore, Brian était un père incroyablement aimant pour nos deux fils, et il nous manquera énormément. Ce qui bouleverse Paulette, c'est que, selon elle, Brian recevait des appels de menaces avant sa mort, mais il ne les prenait pas au sérieux. Il n'a pas changé ses habitudes, n'a pas fait appel à la police et a continué comme si de rien n'était. C'est l'une de ces choses qui font froid dans le dos, comme un avertissement dont personne ne pensait qu'il serait suivi des faits. Lorsque tout est arrivé, Paulette a d'abord déclaré qu'elle n'arrivait même pas à digérer la nouvelle parce qu'elle essayait surtout de consoler ses enfants. Plus tard, elle a décrit Brian comme un père aimant, qui se consacrait entièrement à sa famille, ajoutant qu'il avait touché tant de vies et qu'il allait beaucoup nous manquer. On peut dire que son monde vient de basculer. Bien que cette mort soit une tragédie et que Thompson ait laissé une famille après sa mort, certaines personnes ont encore une vision particulière de cette mort. Apparemment, sous sa direction, United Healthcare refusait beaucoup de demandes, plus que la plupart des autres assureurs. Les internautes affirment que des milliers de familles ont souffert parce que leurs proches n'ont pas pu obtenir les soins dont ils avaient eu besoin. Dans un fil de discussion sur Reddit, quelqu'un a dit « C'était un être humain avec une famille, oui. Il en va de même pour les millions de clients de l'assurance maladie qui connaissent des proches qui ont souffert ou sont morts parce que leur assurance leur a refusé des soins ou des traitements nécessaires. Et honnêtement, cela frappe fort. C'est une chose tellement étrange à gérer. D'un côté, perdre quelqu'un, en particulier un parent, est dévastateur. Mais en même temps, il y a une véritable colère à l'égard du système de santé et de ce que les gens considèrent comme la cupidité des entreprises. Certains soulignent même que sa mort est le reflet de la frustration des gens à l'égard de l'industrie. C'est lourd de conséquences, car cela soulève la question suivante. À quel point ces décisions sont-elles préjudiciables à la population? Quel préjudice ces décisions causent-elles sur le plan humain? Pour rendre la situation encore plus confuse, les dirigeants de United Healthcare ont déclaré qu'ils allaient poursuivre l'héritage de Brian Thompson et continuer à lutter contre les soins inutiles pour la durabilité. Et les gens sont furieux, car pour le commun des mortels, ce qu'ils appellent inutile peut littéralement signifier un traitement vital. La situation est tellement compliquée. Une famille a perdu son père, mais il y a aussi cette énorme rancœur qui couve à propos du fonctionnement du système de santé. Mais si certains ont des pensées nuancées, tout en reconnaissant la barbarie de l'acte, des gens comme Donald Trump veulent simplement la tête de Luigi Mangione au bout d'une pique. Honnêtement, les réactions ont été très diverses. D'un côté, il y a ceux qui pleurent un père dévoué, un leader, et quelqu'un qui a construit un héritage. D'un autre côté, il y a cette colère bouillonnante parce que, soyons honnêtes, son entreprise représente un système de santé qui a fait du tort à beaucoup de gens. M. Trump n'a pas hésité à commenter l'affaire, qualifiant le meurtre de sang-froid et d'horrible. Il n'arrivait pas à croire que certaines personnes sympathisaient avec le tireur, déclarant « C'est une maladie, en fait ». Et, honnêtement, il n'a pas tort. Peu importe ce que vous pensez de l'entreprise ou de la politique de quelqu'un, célébrer son assassinat est une attitude plutôt sombre. C'est alors qu'AOC est intervenue avec son point de vue et, bien sûr, cela a fait jaser. Elle a précisé que la violence n'est jamais justifiée, mais elle a dit quelque chose que beaucoup de gens ressentent probablement au plus profond d'eux-mêmes.
Elle a affirmé que les Américains vivaient le refus de couverture médicale comme une forme de violence. Elle a déclaré « Les gens interprètent, ressentent et vivent le refus d'une demande de remboursement comme un acte de violence à leur égard. » Elle a rappelé qu'elle-même n'avait pas d'assurance maladie avant d'être élue au Congrès, ce qui ajoute une touche personnelle à ses propos. Sa remarque a fait mouche, car les demandes d'indemnisation rejetées ne se limitent pas à des problèmes de paperasserie. Pour de nombreuses familles, cela signifie perdre leur maison, crouler sous les dettes ou voir leurs proches souffrir lorsqu'ils ne peuvent pas obtenir les soins dont ils ont besoin. Les gens concentrent leur colère contre le système sur Thompson, et c'est ce qui rend la situation si compliquée. Selon ces personnes, la couverture médiatique qui a suivi son assassinat dans le centre de Manhattan ressemblait presque à une campagne de relations publiques, les médias le dépeignant comme une figure parfaite et sainte. Les grands médias ne parlèrent que de son intelligence et de son affabilité, de son souci de maintenir les primes à un bas niveau pour United Healthcare. Ils ont même cité un employé anonyme de l'entreprise qui semblait l'acclamer comme une sorte de héros de la santé. Mais c'est là que les choses se gâtent. Ce genre de couverture élogieuse ne correspond pas exactement à tout ce qu'ils pensent de Thompson. Je veux dire, ils ont été tellement occupés à dire des choses comme bien-aimé en interne et père et mari bien-aimé. Mais ils omettent complètement certaines des parties les plus humaines de son histoire. Par exemple, en 2017, quelques mois avant d'être nommé PDG de la division Medicare and Retirement de United Healthcare, M. Thompson a plaidé coupable de conduite en état d'ivresse. Il a purgé quelques jours de prison et a obtenu une probation, mais vous ne le sauriez pas d'après la façon dont les médias le couvrent maintenant. Au contraire, il véhicule une image parfaite, comme s'il était une sorte de saint de l'entreprise, alors qu'en réalité, il avait ses défauts, comme tout le monde. C'est comme s'ils avaient essayé d'occulter tout ce qui pouvait faire penser qu'il n'était pas parfait, ce qui est très frustrant. Et puis, parlons de sa vie professionnelle, car c'est là que les choses deviennent intéressantes, ou devrais-je dire, désordonnées. De graves allégations pèsent sur lui. En mai dernier, le Fonds de pension des pompiers d'Hollywood a intenté une action en justice accusant M. Thompson de délit d'initié et de fraude. Il aurait vendu pour 15 millions de dollars d'actions au cours d'une enquête du ministère de la Justice sur United Healthcare et ne l'aurait pas déclaré. Le moment était vraiment mal choisi. Lorsque l'enquête a été annoncée, elle a fait disparaître près de 25 milliards de dollars de valeur actionnariale. Mais bien sûr, les médias n'en ont pas beaucoup parlé. Mais cela ne s'arrête pas là. Thompson aurait vendu pour 1 500 000 dollars d'actions le jour même où United Healthcare a subi une attaque massive par ransomware qui a fait disparaître 46 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et c'est là que ça devient un peu fou. Ce détail n'a même pas été mentionné dans la plupart des grands reportages. C'est un employé de United Healthcare qui l'a découvert en contactant Ken Kippenstein, un journaliste. C'est fou à imaginer, n'est-ce pas? Voilà un homme qui gagne des millions grâce à la vente d'actions au moment même où l'entreprise est frappée par une attaque de grande ampleur. Et cela est à peine mentionné dans la couverture médiatique. Mais au lieu de cela, les médias ont été occupés à véhiculer l'idée qu'il était un homme apprécié et honnête. Et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. De nombreuses personnes qui travaillaient chez United Healthcare ne voyaient pas exactement Thompson de la manière dont les médias l'ont dépeint. Les employés, en particulier ceux des échelons inférieurs, semblent avoir une vision beaucoup plus complexe de lui. Oui, il était peut-être adulé par le conseil d'administration et les cadres supérieurs, mais cela ne s'étendait pas nécessairement aux travailleurs de tous les jours. Ils avaient des sentiments différents, ce qui nous amène à nous demander dans quelle mesure la couverture médiatique élogieuse n'est que le reflet de ce que les gens de la direction veulent que nous pensions de Thompson. C'est comme si vous parliez aux employés de base d'Amazon, par exemple, vous obtiendrez un point de vue très différent de celui que Jeff Bezos pourrait vous donner. Il en va de même pour United Healthcare. Même Bill Burr, l'humoriste, a souligné le caractère louche de toute cette situation dans son podcast. Il lisait un article sur la mort de M. Thompson, où il était question de ce grand-père de famille et de ce merveilleux dirigeant. Et soudain, on découvre le procès pour délit d'initié et les ventes d'actions le jour de l'attaque par ransomware. Pour certains, les médias ont l'impression de rendre un mauvais service en ne présentant pas l'image complète de Thompson. Certes, il a pu faire de bonnes choses au cours de sa carrière, mais ce genre de portrait unilatéral et aérographe ne permet pas de se faire une idée complète de l'homme. Pour les critiques, il ne s'agit pas de démolir l'homme, mais simplement d'être honnête. Honnêtement, il s'agit d'une de ces situations où plus on creuse l'histoire, plus on se rend compte que les médias ne nous disent pas toujours ce que nous avons besoin de savoir. C'est un mélange de chagrin et de frustration. D'un côté, il y a un être humain qui a été tué d'une manière horrible. D'autre part, des millions d'Américains se sentent impuissants face à un système qu'ils considèrent comme cruel et défaillant. C'est tragique, c'est inconfortable, et cela suscite des émotions qui vont bien au-delà de la mort de cet homme. Et maintenant, il y a une nation divisée.
Les gens qualifient carrément la nécrologie de Brian Thompson d'opération de relations publiques. Il y a tout un langage fleuri sur le fait qu'il a toujours fait passer les autres en premier et qu'il a laissé une impression durable. Mais beaucoup de gens n'y croient pas. Il est difficile de ne pas comprendre leur point de vue si l'on considère les antécédents de United Healthcare. Quelqu'un d'autre a ajouté avec sarcasme que M. Thompson était très connu pour avoir donné la priorité aux actionnaires de UHC, plutôt qu'aux patients qui s'attendaient à ce que leur facture médicale soit couverte. Voilà qui résume bien les raisons pour lesquelles les gens se sentent si mal à l'aise. La notice nécrologique dresse le portrait élogieux d'un père de famille et d'un dirigeant bienveillant. Mais pour les familles qui ont été anéanties par des demandes d'indemnisation refusées, c'est un peu comme si l'on tournait autour du pot. Pour ces personnes, c'est comme si United Healthcare, ou peut-être même sa famille, essayait de polir son image. Prenons l'exemple de leur plan Medicare Advantage. Ils sont présentés comme un avantage pour les personnes âgées, mais leurs détracteurs affirment qu'ils ponctionnent plus de 1 000 $ par mois sur le fonds fiduciaire de Medicare par police. Cet argent ne va pas aux patients, mais directement dans les poches des compagnies d'assurance. En outre, le CHU a été condamné à plusieurs reprises à des amendes pour surfacturation, falsification des demandes de remboursement et même utilisation de l'intelligence artificielle pour refuser des traitements nécessaires. Ce n'est pas vraiment un héritage de soins et de compassion. C'est pourquoi, lorsque les gens lisent la notice nécrologique de M. Thompson, avec ses mots élogieux sur le leadership et la gentillesse, ils ont l'impression d'être victimes d'une intoxication au gaz. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers, qui se sont ruinés ou qui se sont vus refuser des soins vitaux, l'idée qu'ils faisaient passer les autres en premier est difficile à digérer. Il n'est pas étonnant que certains parlent d'une manœuvre calculée pour recadrer son histoire et détourner l'attention de la colère qui gronde contre le système qu'il représentait. Mais pensez-vous que tout cela soit une raison suffisante pour détester le PDG même après sa mort? Luigi Mangione reçoit apparemment beaucoup de soutien en prison. Selon Maria Bivens, l'attachée de presse de l'administration pénitentiaire de Pennsylvanie, Luigi Mangione a reçu 32 courriers électroniques et 2 courriers physiques. Il semble qu'il ne soit pas oublié et que les gens lui envoient activement des messages. Mais le soutien ne s'arrête pas là. Madame Bivens a également révélé que 153 dépôts avaient été effectués sur son compte d'Economa. Bien qu'elle n'ait pas révélé le montant exact des dépôts, il est clair que Mangione bénéficie d'un soutien financier important pendant son incarcération. C'est un peu fou, non? Les gens lui envoient des livres et de l'argent, et tout cela est enregistré sur son compte. Une personne a même mentionné l'envoi d'un livre de sa liste Goodreads à lire, ce qui semble tout droit sorti d'un film. C'est intéressant parce que cela montre à quel point certaines personnes se sentent concernées par son cas et à quel point il est soutenu. Certains sont même allés jusqu'à discuter de la manière d'envoyer de l'argent sur son compte, notant que l'envoi d'un mandat via GPay pourrait être plus facile pour les personnes se trouvant à l'étranger. Mais c'est aussi un peu un retour à la réalité. Le fait qu'ils reçoivent autant d'attention et de soutien montre à quel point les gens sont en colère sur des questions telles que les soins de santé, la cupidité des entreprises et le sentiment d'être laissé pour compte par le système. D'une certaine manière, Mangione incarne une grande partie de cette frustration. Il est clair que son cas a déclenché quelque chose chez les gens, et ils le montrent avec leurs mots et leur argent. Les avis sont partagés. D'une part, certains voient en Mangione un symbole de la colère qui s'est accumulée dans la société, en particulier autour de questions telles que le système de santé. Mais d'un autre côté, cela soulève des questions sur les limites du soutien. Jusqu'où peut-on aller lorsqu'il s'agit de soutenir quelqu'un qui pourrait représenter un problème plus large auquel les gens sont confrontés? Alors que certains condamnent l'acte, Luigi a polarisé la nation et a été déifié par elle. C'est fou comme une personne peut passer d'un statut d'inconnu sur Internet à l'un des noms les plus discutés du pays. Nous parlons d'un homme qui était pratiquement invisible sur les médias sociaux avant que toute cette affaire n'éclate. Et maintenant, il est partout. Mais le plus fou, c'est qu'il n'y a pas que des gens qui condamnent ce qu'il a prétendument fait. Il y a aussi une sorte de culte qui s'est créé autour de lui. C'est comme si la moitié de l'Internet n'arrivait pas à décider s'il s'agissait d'un méchant ou d'un anti-héros incompris. Après que Luigi a été désigné comme le meurtrier présumé du PDG de United Healthcare, Brian Thompson, ses réseaux sociaux ont explosé. Avant tout cela, son Instagram avait environ 975 followers, c'est-à-dire rien du tout. Et maintenant, il en a plus de 27 000. Et les commentaires, ils sont fous. Certains le traitent carrément de héros, le remerciant de s'être sacrifié pour le bien commun. D'autres sont assoiffés de lui, disant des choses comme « Il est si sexy, je sortirai bien avec lui ». Quoi? L'Internet ne sait pas comment agir parfois. Et il ne s'agit pas seulement d'Instagram. Son prétendu compte X, anciennement Twitter, est passé de moins de 1000 followers à plus de 80 000 en l'espace de quelques minutes. Les gens déterraient ses anciens tweets
et les traitait comme s'il s'agissait des paroles d'un penseur révolutionnaire. Par exemple, il avait publié un billet sur le déclin démographique du Japon. Et soudain, les gens le citaient comme s'il s'agissait du prochain discours de I Have a Dream. Mais bien sûr, toute cette attention est devenue trop intense, et son compte a fini par être suspendu. C'est sans doute mieux ainsi, car les choses devenaient très compliquées. Ce qui est encore plus fou, c'est la façon dont certaines personnes le déifient pratiquement. Il est question d'organiser des campagnes GoFundMe pour sa défense juridique, et des fils de discussion entiers sur Reddit sont consacrés à la description de sa vie, comme s'il s'agissait d'un héros populaire tragique. Mais voilà, c'est dans l'histoire de Luigi que tout ce récit devient encore plus compliqué. Il s'avère que cet homme souffre de douleurs chroniques intenses depuis des années. Il souffre d'une maladie appelée spondylolisthésis, c'est-à-dire que sa colonne vertébrale a été endommagée pendant la majeure partie de sa vie. Puis, en 2022, il a eu un accident de surf à Hawaï qui a tout aggravé. Son colocataire de l'époque, R.J. Martin, a déclaré que les hanches et le dos de Luigi se bloquaient complètement, le laissant coincé au lit pendant des jours. Imaginez vivre ainsi. Selon Martin, Luigi était un ingénieur super intelligent, quelqu'un dont on ne s'attendrait jamais à ce qu'il fasse du mal à quelqu'un. Mais il a aussi dit que la douleur isolait Luigi et lui donnait l'impression qu'il n'était pas possible de sortir avec des gens ou même simplement d'entrer en contact avec eux. Et Luigi en a parlé aussi. Il a publié des articles sur Reddit à propos de ses difficultés, et c'est déchirant à lire. Il a parlé de l'engourdissement constant, de la peur de son avenir et de l'impact émotionnel que tout cela avait sur lui. Après une opération de la colonne vertébrale en 2023, il a même partagé une radiographie de son dos avec des vis percées. Bien qu'il ait déclaré que l'opération l'avait un peu soulagé, on peut dire que les années de douleur l'avaient déjà affaibli. Certains pensent que c'est cette douleur et sa frustration à l'égard du système de santé qui l'a radicalisé. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il est devenu cette figure polarisante. Pour certains, il est le symbole de l'effondrement du système, un homme qui a craqué sous le poids de tout cela. Pour d'autres, il s'agit simplement d'un homme accusé d'un crime terrible, et rien ne justifie cela. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Luigi touche un point sensible, et les gens projettent toutes sortes de choses sur lui. C'est beaucoup à décortiquer. Que vous voyiez Luigi comme un homme brisé par la douleur ou comme un méchant, une chose est sûre, son histoire en dit long sur la façon dont nous gérons la colère, le pouvoir et les failles du système. C'est désordonné, c'est compliqué, et honnêtement, on a l'impression qu'on ne fait que gratter le terrain. Nous avons l'impression de ne faire qu'effleurer la surface de ce que tout cela signifie. La philosophie de Luigi Mangione. Vous savez, toute l'affaire Luigi Mangione est folle, mais honnêtement, ce n'est pas seulement à propos du crime ou même de lui en tant que personne. C'est à propos de ce qu'il en est venu à représenter. C'est comme si les gens regardaient ce type et voyaient plus qu'une personne accusée de meurtre. Ils en font un symbole, qu'ils le veuillent ou non. Et vous savez ce qui est fou? Ce n'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive en Amérique. Pensez à quelqu'un comme Pretty Boy Floyd. À l'époque de la Grande Dépression, les gens ne l'acclamaient pas seulement parce qu'il volait des banques. C'était bien plus que cela. Les banques prenaient des maisons, ruinaient des vies, et les crimes de Floyd étaient perçus comme une gifle au système. Pour certains, Floyd n'était pas seulement un criminel, c'était un héros qui s'en prenait à ceux qui, selon eux, avaient ruiné leur vie. Les médias ont joué le jeu en le qualifiant de beau et bien habillé, comme s'il s'agissait d'une sorte de Robin des Bois rebelles. Woody Guthrie a même écrit une chanson de protestation à son sujet, le transformant en martyr des pauvres. Le fait qu'il soit un hors-la-loi n'avait pas d'importance. Les gens aimaient ce qu'il représentait. Et puis, il y a O.J. Simpson. Vous vous souvenez de sa course-poursuite dans les années 90? Les gens étaient littéralement alignés dans les rues avec des pancartes l'encourageant, du genre « Vas-y O.J., sauve-toi !» Il ne s'agissait même plus des meurtres. C'est devenu un énorme moment culturel. C'est devenu un débat sur la race, la célébrité et la justice, bien plus important que lui seul. Et puis son procès? Un véritable cirque. Des gens ont vendu des produits dérivés à l'extérieur du palais de justice. Et, lorsqu'il a été acquitté, certains fans ont agi comme s'il s'agissait d'une victoire au Super Bowl. C'était insensé. Aujourd'hui, avec Luigi, nous avons l'impression de voir la même chose, mais à travers cette étrange lentille des médias sociaux. Les gens ne se contentent pas de parler de ce dont il est accusé. Ils en font un héros populaire ou une icône de la lutte contre l'establishment. Certaines personnes sont frustrées par le système de santé et voient en Luigi quelqu'un qui s'y est opposé comme elles n'ont jamais pu le faire. Et puis, il y a le côté plus, disons, assoiffé de la chose. Le docteur Drew Pinsky parle d'hybristophilie, c'est-à-dire que les gens sont attirés par les criminels violents. Ça a l'air fou, mais ce n'est pas nouveau. Ted Bundy avait des femmes qui lui envoyaient des lettres d'amour pendant son procès. C'est comme si le danger attirait les gens, même s'il est tordu. Et vous savez,
La façon dont les gens réagissent à Luigi Mangione me rappelle un peu la façon dont ils traitaient John Dillinger pendant la Grande Dépression. Il n'était pas seulement un criminel, il est devenu un personnage plus grand que nature, presque une légende. Dillinger était l'un de ces bandits tristement célèbres à l'époque dite de l'ennemi public. Et, honnêtement, les gens l'aimaient. Il braquait des banques à une époque où les banques étaient considérées comme les méchants, qui prenaient les maisons et les moyens de subsistance des gens. Pour beaucoup de gens, Dillinger faisait ce qu'ils auraient aimé faire. Il se défendait contre un système dont ils pensaient qu'il le baisait. Les médias de l'époque se sont emparés de l'affaire. Les journaux décrivaient Dillinger comme un Robin des Bois américain, un charmant hors-la-loi qui s'en prenait à l'establishment. Et ses fans, ils ne se contentaient pas de l'encourager, ils l'idolâtraient. Lorsque les agents du FBI l'ont finalement arrêté à Chicago en juillet 1934, les gens étaient dévastés. Ils ont même fabriqué un masque mortuaire de son visage, comme s'il était une sorte de pharaon ou d'empereur romain, pour perpétuer son héritage. Il est difficile d'y penser, mais Dillinger n'était pas seulement un criminel. C'était un symbole de rébellion, quelqu'un qui incarnait les frustrations de toute une génération. Hollywood a fini par s'intéresser à la question. Le film Public Enemies, 2009, avec Johnny Depp, s'est appuyé sur ce récit, montrant que Dillinger n'était pas seulement un homme, mais un mouvement. Son histoire nous rappelle que, dans les moments difficiles, les gens s'accrochent à toute personne qui défie le pouvoir en place, même si les méthodes de cette personne sont loin d'être nobles. Honnêtement, cela ne ressemble-t-il pas beaucoup à ce que nous voyons avec Luigi? Les gens ne se contentent pas de parler du crime dont il est accusé. Ils en font un rebelle des temps modernes, projetant sur lui toute leur colère et leur frustration. C'est comme si l'histoire se répétait, mais avec une touche numérique. Et avant de terminer cette vidéo, voici quelque chose d'extraordinaire à propos de Luigi Mangione que vous n'avez sûrement pas vu venir. Sa grand-mère, Mary Mangione, a apparemment laissé derrière elle un héritage massif d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais, et c'est là que ça devient fou, elle l'a assorti d'une condition très stricte. En gros, tout petit enfant espérant obtenir une part de ce gâteau de 30 millions de dollars devait rester irréprochable. Si vous avez été accusé, inculpé, condamné ou même plaidé coupable d'un crime, boum, pas d'héritage pour vous. Mary Mangione n'a pas non plus joué avec sa planification successorale. Selon son testament, elle a détaillé les types de crimes qui déclencheraient cette clause d'interdiction de paiement. Elle a notamment mentionné les crimes de droit commun, les crimes violents, les dommages matériels ou les crimes liés à la drogue impliquant une distribution. Les administrateurs de la succession ont reçu pour instruction de prendre ces règles au sérieux. Et Mary a même précisé qu'il ne devait accorder à personne le bénéfice du doute. C'est comme si elle avait anticipé toute recherche d'échappatoire potentielle et y avait mis fin avant même qu'elle ne commence. Voici le plus important. Luigi Mangione fait actuellement l'objet de graves accusations, meurtre au second degré, possession illégale d'armes à feu, contrefaçon, et maintenant meurtre en tant qu'acte terroriste. Si ces accusations se confirment, Luigi devra non seulement faire face aux conséquences juridiques, mais il pourrait également se voir privé de tout héritage. Et il ne s'agit pas d'une somme dérisoire, mais de dizaines de millions de dollars qui auraient pu changer sa vie. Selon Fox News, Mary Mangione avait 10 enfants et 37 petits-enfants, de sorte que cet héritage aurait pu être réparti entre une famille assez nombreuse. Mais Mary voulait manifestement s'assurer que cet argent n'aille pas à quelqu'un qui, à ses yeux, a terni le nom de la famille. L'ironie ici est juste quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Luigi, le même homme qui est accusé de l'un des meurtres les plus médiatisés de l'histoire récente, risque maintenant de perdre tout ce que sa grand-mère a laissé derrière elle à cause de la chose même qu'elle a essayé d'empêcher. Luigi ayant été inculpé à New York, son procès a officiellement commencé. Les prochains mois seront à suivre de près, et je serai là pour vous tenir au courant. Merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran pour découvrir d'autres contenus passionnants comme celui-ci.